Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. L'idée, ce sera, comme d'habitude, de revoir ce qui avait été dit dans la vidéo de Capsule Concept autour des besoins et de la motivation à créer. On avait fait un long épisode qui avait duré plus d'une trentaine de minutes. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, ce sera de revenir sur certains points et de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux dit, qu'est-ce qui pourrait être corrigé et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu plus loin que ce qui a pu être dit pendant cette capsule concept. Alors c'est parti pour le troisième exercice qui porte sur l'introspection. Donc l'idée, comme à chaque fois, c'est que j'invite mon tuteur intelligent, si j'accepte de l'appeler comme ça, à me poser des questions sur ce que j'ai énoncé dans la capsule concept. En l'occurrence, c'était la capsule concept sur les besoins et la motivation qui nous poussent à créer. Donc on va voir un peu ce qu'il nous pose comme question et si j'arrive comme ça en direct à essayer de donner des éléments de vie, des exemples personnels qui peuvent appuyer le propos. L'idée, c'est que parfois, je demande à la machine de me donner des analogies. Là, c'est moi qui joue ce rôle. Peut-être qu'elles ne seront pas du tout intéressantes et peut-être que certaines vous aideront à vous y retrouver aussi. Alors, sur la distinction entre besoin et motivation, c'est une distinction que je fais. Donc, le document définit le besoin comme une nécessité vitale dont le manque crée une souffrance, alors que la motivation, c'est un mobile hypothétique qui pousse à l'action sans garantie de résultat. Il me pose deux questions et je vous invite à vous les poser aussi, si jamais, à essayer de soit faire pause et d'y répondre, soit juste de voir qu'est-ce qui vient dans votre tête. Avez-vous déjà ressenti un élan créatif si fort qu'il ressemblait à une faim physique, un besoin plutôt qu'à une simple envie passagère? Et la deuxième question, pouvez-vous identifier une situation où vous étiez très motivé à créer, mais où un facteur externe ou interne a empêché toute action concrète? Donc, est-ce qu'il y a eu un élan créatif? Sur cette première question, je dirais qu'il y a des fois où clairement, je l'ai déjà mentionné, mais le soir avant de m'endormir ou le matin juste au réveil, il y a comme une forme irrépressible en moi de pensée vagabonde, de pensée très très effervescente qui naît et qui me pousse à il faut que j'écrive, il faut que je le mette sur le papier ou sur mon téléphone en prise de notes, parce que sinon ça me préoccupe trop. Donc on pourrait dire que c'est un besoin de stabilisation émotionnelle, d'enlever une forme de préoccupation ou de stress qui se matérialise par un élan créatif, puisque là je pars dans tous les sens et que souvent je suis assez satisfait de ce que j'ai créé le lendemain ou juste après quand je me réveille. Pour une situation où j'étais très motivé à créer, mais où un facteur externe m'a empêché, j'en vois pas tant que ça et je pense que ce serait assez difficile à identifier parce qu'on a tendance après à rationaliser et à dire au final si j'ai pas créé c'était pour telle ou telle raison mais on ne se sent pas toujours empêché. Donc je passe celle-là et je vous laisse savoir si vous sentez vraiment empêché parfois de créer. Sur la créativité comme outil de survie et d'adaptation, le texte postule que la créativité permet de transformer l'environnement pour mieux s'y adapter, comme l'invention de l'irrigation ou du stockage. En l'occurrence, c'était du stockage d'informations dont je parlais. Question. Dans votre vie quotidienne, quand avez-vous dû détourner l'usage d'un objet ordinaire pour résoudre un problème urgent? Système D. Alors ça, pour vous donner un petit point intéressant aussi là-dessus, c'est un des exercices qu'on donne la plupart du temps comme tâche de créativité. Trouver des usages alternatifs à un trombone, à une brique, à une feuille de papier. Donc là, il me demande si moi, dans ma vie personnelle, j'ai dû faire preuve de système D. Alors s'il y a une expérience qui me revient en tête, c'est quelque chose que j'ai chez moi, c'est que j'ai pas de meubles à certains endroits et où ça serait nécessaire. Et j'utilise des cartons, des gros cartons de déménagement, que depuis j'ai peint pour qu'ils soient plus esthétiques, mais c'est une forme de système D où carton de déménagement est devenu une table ou un meuble pour poser des choses. Donc c'est un petit élément comme ça qui fait partie de ma vie. Et je pense qu'il y en aurait plein d'autres, mais que je n'ai pas en tête là. Donc voilà, je vous le donne et je vous le délivre. À vous de juger si vous jugez ça pertinent, risible ou intéressant. Il y avait une deuxième question. Face à une difficulté imprévue, panne, perte d'emploi, déménagement, votre premier réflexe a-t-il été de suivre une méthode connue ou d'inventer une solution inédite? Alors en gros, est-ce que face à un événement très difficile, j'ai dû faire preuve de créativité? Alors pour ma part, je pourrais mentionner mon cheminement étudiant puis professionnel. J'aime bien dire que j'ai eu un parcours flipper, c'est-à-dire qui a rebondi un peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il y a eu plein d'occasions où j'ai dû à chaque fois augmenter par exemple
mes manières de chercher des prochains masters, par exemple, des prochains cursus d'études, des manières de chercher au niveau professionnel. Donc, je n'ai pas d'exemple là très très incarné, mais un épisode que je pourrais mentionner, c'est le fait d'avoir été testé, de faire des vendanges, de faire du woofing aussi, si vous connaissez, quand on va dans une ferme, par exemple, pour aider l'agriculteur ou l'agricultrice à faire ses travaux, ou quand on va aider pour une construction collective. Donc ce genre de choses, ça a été des petites parenthèses qui ont été liées à ce parcours un peu sinueux, ce parcours flipper. Et je pense qu'on peut l'associer à une forme de processus créatif, de cheminement créatif. C'était évidemment pour faire face à une difficulté imprévue, qui était la question de est-ce que je vais trouver un travail qui me satisfait? Est-ce que je vais arriver à m'insérer dans le marché de l'emploi? En 3, sur le besoin d'appartenance et la ruse sociale. La créativité sert à s'intégrer, à coopérer ou à bousculer les hiérarchies par la ruse plutôt que par la force, comme avec le cheval de Troie. Avez-vous déjà utilisé l'humour ou une idée originale pour désamorcer un conflit au sein d'un groupe ou pour vous faire accepter par de nouvelles personnes? Et la deuxième question, vous est-il déjà arrivé d'utiliser une ruse créative pour obtenir un résultat que vous n'auriez jamais pu obtenir par la simple autorité ou la force physique? Pour la question de l'humour ou d'une idée originale pour désamorcer un conflit, je suis une personne qui est très peu en contact avec des conflits, qui a très peu de conflits ou d'énervement dans sa vie. Donc c'est soit que je les désamorce très vite, pas forcément par l'humour ou par la ruse, mais possiblement j'arrive à m'en extraire ou à m'en éloigner assez facilement. Donc de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre. Et peut-être pour la deuxième sur la ruse créative, on pourrait parler un peu de la question de la manipulation, de comment on essaie d'arriver à nos fins pour, par exemple, que quelqu'un réalise une tâche qu'on n'a pas envie de faire. Alors j'en donne une qui est assez intéressante mais qui ne marche pas à tous les coups et c'est juste un épisode de vie que vous pouvez essayer à votre maison si vous le voulez. Une des manières de faire, c'est par exemple quand il s'agit de lever la table. J'ai tendance à dire, ou quand il s'agit de diriger une action commune de tâches ménagères, à dire on va lever la table. Mais le on, il est un peu excluant pour moi. Donc c'est en gros comme si je dis on va lever la table, mais globalement c'est toi qui vas lever la table. Donc il y a ce côté un petit peu manipulateur, ou c'est une forme de ruse, même si souvent je participe. L'idée, c'est quand même de dire, il y a ce petit jeu de langage qui permet d'être suffisamment flou pour ça. D'autres parmi vous auront peut-être déjà eu la technique de je vais aux toilettes quand il s'agit de lever la table, il faut que je réponde à un coup de téléphone, il faut que j'envoie un SMS au moment de lever la table ou de faire la vaisselle. Voilà, des petites ruses qu'on utilise tous plus ou moins, de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins automatisée, et qui nous aident parfois à se délester d'une tâche ou à juste être tranquille. Quatrième élément de réflexion et d'introspection sur l'expression de la singularité et l'autonomie. Le texte mentionne que créer permet d'exprimer sa singularité pour se différencier et ainsi obtenir plus de ressources ou d'attention. Alors les questions, dans vos activités créatives, cherchez-vous plutôt à ressembler à vos modèles pour être validé ou à vous en éloigner pour marquer votre différence? Y a-t-il une œuvre ou un projet dont vous êtes fier précisément parce qu'il ne ressemble à rien de ce qui existait dans votre entourage? Pour ma part, je dirais que s'il y a un projet dont je suis fier parce qu'il est en dehors de mon entourage ou une forme d'anticonformisme, c'est sûr que ça tendra plutôt vers ce côté-là pour ma part que vers la conformité, même si évidemment je fais preuve de politesse, je m'adapte à mes interlocuteurs, mes interlocutrices, mais il y a plein d'endroits où je me laisse aller à balayer les normes morales, les normes sociales, à laisser filer tout ça. Et c'est plutôt dans un monde qui est intérieur. Je ne vais pas le faire forcément via la manifestation explicite et qui va jusqu'au conflit, via une révolution, que ce soit d'ordre politique ou sur d'autres plans. C'est plutôt me laisser cette place à l'imaginaire, à des récits fictifs et où là on a le droit de tout déconstruire, de tout changer. Une des formes qui peut être un petit peu tatillonne dans des contextes sociaux, c'est celle où j'accepte parfois d'avoir des phrases un petit peu choc, d'avoir un peu d'humour noir ou une forme d'humour, en tout cas moi je la trouve drôle, mais qui peut être à la limite de ce que les gens peuvent accepter. Ça peut être sur des thèmes un peu philosophiques quand on a réfléchi à des thèmes comme le cannibalisme, à des thèmes comme la solidarité à autrui, est-ce qu'on doit en faire preuve ou pas, est-ce que c'est bien ou mal de manger d'autres humains. C'est des choses qui peuvent choquer certaines personnes. Moi, j'aime des fois m'en amuser, même si l'idée n'est pas de promouvoir ces pratiques, mais à minima de voir si on peut jouer sur la corde raide.
Et un projet ou une œuvre dont je suis fier, précisément parce qu'il ne ressemble rien à ce qui existait dans mon entourage, je pense qu'on peut le dire d'une manière très globale de mon parcours de vie, qui est issu quand même d'un milieu assez agricole, assez rural, et où j'ai pu et j'ai eu l'opportunité de m'en détacher et d'aller explorer d'autres choses. Peut-être que j'y reviendrai, ou peut-être que ça aurait été une vie très intéressante pour moi que d'aller cultiver la terre, élever des animaux ou autre, mais je suis content d'avoir eu l'opportunité, à minima, de m'en détacher et d'aller voir ailleurs. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des activités qui ne pourront pas me plaire à d'autres moments de ma vie, mais le fait d'avoir été capable de se libérer en tout cas de ce possible conditionnement social et de ce déterminisme matériel, c'est une chose qui est quand même satisfaisante et qui est liée à une forme de créativité parce qu'il a fallu qu'à plusieurs moments, je me dise qu'est-ce qu'il est possible de faire autrement, une construction d'alternatives qui, je pense, est hyper satisfaisante, en tout cas elle l'est pour moi, quand ça arrive dans ma vie et quand j'ai l'opportunité de le faire. Et dernier point sur la régulation émotionnelle et l'ataraxie, la créativité peut viser la stabilisation émotionnelle, la réduction de l'anxiété ou l'atteinte d'un état de flow. Vous est-il arrivé de vous lancer dans une tâche manuelle ou artistique uniquement pour faire taire des pensées stressantes ou une angoisse existentielle? Et deuxième question, pouvez-vous décrire un moment de création où vous avez totalement perdu la notion du temps et de votre propre corps, donc un état de flow? Était-ce une fuite ou un accomplissement? Alors sur ces aspects-là, difficile de juger a posteriori si c'est de la fuite ou de l'accomplissement. Je pense que l'un et l'autre ne sont pas exclusifs. On peut fuir une situation stressante, douloureuse, et pour autant que ça devienne un accomplissement. C'est vraiment une question d'étiquetage, de comment on le conceptualise et on le conscientise a posteriori. Pour la question de se lancer dans une tâche manuelle ou artistique uniquement pour faire taire des pensées stressantes, je l'ai mentionné un peu avec les pensées préoccupantes juste avant de s'endormir ou celles juste après s'être réveillé et quand on est encore dans le flou du matin. De manière générale, je fuis pas trop les questionnements existentiels. Je suis plutôt du genre à aller les regarder, essayer de les manifester, de les extérioriser, que ce soit par le texte, par la voix ou en essayant de dessiner. Et de ce côté-là, ça montre que c'est vrai que c'est des productions qui peuvent être jugées créatives, bien que la plupart du temps, juste extériorisées, c'est pas quelque chose d'ultra créatif ce que je sors, c'est juste, ah, je suis en train de penser comme ça, je suis en train de réagir comme ça à cette situation. Et donc, je dirais pas que j'ai fui vers ces choses-là, puisque j'y fais face avec les outils qui sont les miens, qui sont ceux d'extériorisation par le langage, par la visualisation. Je ne dirais pas que cette régulation émotionnelle se fait forcément par de l'art, mais une activité créative peut contribuer à me stabiliser émotionnellement et à atteindre cet état non troublé, cet état de sérénité, de calme. Il met souvent, il adore ce terme-là d'ataraxie. Si vous ne le connaissiez pas, mais au moins vous l'aurez entendu plusieurs fois au cours de cette vidéo. Voilà, on est à la fin de cet épisode 3 sur du questionnement pour aller vers l'introspection. J'espère que mes petites histoires vous auront plu. N'hésitez pas à partager les vôtres si vous en avez qui sont ressemblantes ou totalement différentes et qui répondent aux questions que nous a proposées mon tuteur intelligent, comme j'aime l'appeler. Et je vous dis à bientôt pour un exercice supplémentaire. Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.